La réforme a été lancée en 2012, mais elle n'a véritablement démarré qu'en 2017, quand il y a eu les financements que le gouvernement a bénéficié de la part des partenaires, donc des bailleurs de fonds. Et c'est une réforme qui n'est pas menée de façon isolée. On a une chance exceptionnelle en tant que pays d'avoir autant de processus de réforme qui sont initiés au même moment et qui sont liés les unes aux autres. Donc, pendant qu'on est en train, nous, de travailler sur la réforme foncière, il y a une équipe qui est en train de travailler sur la réforme agricole, avec le même mandat, donc de doter le pays d'une nouvelle politique agricole et d'une nouvelle loi agricole. Certainement, celle qu'on a ici sera légèrement modifiée pour l'adapter aux nouvelles options de la politique. Il y a la réforme dans le secteur des forêts. Actuellement, on a un code forestier qui a presque bientôt 20 ans et qui commence à être dépassé. Et on est en train de travailler là aussi à avoir une nouvelle politique forestière qui va déboucher sur la modification de l'actuel code forestier. Il y a également la réforme du secteur de l'aménagement du territoire. J'ai entendu quelqu'un parler de l'urbanisme. L'urbanisme s'inscrit dans l'aménagement du territoire. Il y a également une réforme qui est en cours et qui vise aussi à doter le pays d'une politique d'aménagement du territoire avec une nouvelle loi d'aménagement du territoire. Il y a aussi le secteur de l'énergie, parce qu'on veut aller vers des énergies propres et migrer vers la croissance verte. Et donc, toutes ces réformes-là sont en train d'être menées au même moment et sont encadrées par une seule planification. C'est le plan national RED+, qui a été adopté également, un document adopté en Conseil des ministres et qui constitue le tableau de bord de toutes ces réformes-là. Je parle d'une opportunité exceptionnelle parce qu'on a la possibilité de rendre toutes ces réformes convergentes, complémentaires, obéissant à une même vision et à des objectifs gouvernementaux qui sont clairement identifiés à la fois dans la stratégie cadre national RED+, qui est le document global dans lequel toutes ces réformes sont en train de mener, et le plan d'investissement. Alors ici, nous n'allons parler que de la réforme foncière, mais je vois que vous êtes des acteurs de terrain, vous êtes confrontés à des situations concrètes et vous avez vraiment intérêt à ce que vous puissiez suivre tout ce qui se fait à ce niveau-là, parce que ça va avoir des retentissements sur votre travail sur le terrain. Quand on dit réforme, c'est réforme des politiques et des lois. Donc c'est une chance exceptionnelle d'avoir cela, et non seulement de l'avoir, mais également d'avoir des financements disponibles. C'est des financements qui sont venus dans le cadre du souci de la communauté internationale de renforcer la protection des forêts de la RDC. Mais ils se sont dit, on ne peut pas mieux protéger les forêts si on n'agit pas sur des secteurs qui ont une influence sur les forêts, donc qui ont une influence positive ou négative sur les forêts. C'est comme ça qu'à partir du secteur forestier, on a élargi à d'autres secteurs, y compris le foncier aujourd'hui. Donc c'est ça le lien qu'il y a entre toutes ces réformes. Alors, l'enveloppe est de 200 millions dont le pays a bénéficié depuis 2016. C'était pour 5 ans, de 2016 à 2020. Donc, le premier plan de 5 ans a été clôturé en décembre 2020. Actuellement, il y a des négociations entre le groupe des bailleurs de fonds qui appuie la RDC et le gouvernement de la RDC pour négocier un nouveau plan. Cette fois-là, ce sera un plan de 10 ans. Donc, on va aller de 2021 à 2030. On a renforcé l'enveloppe, c'est à partir de 200 millions à plus d'1 milliard de dollars. Et les discussions sont encore en cours et avec la possibilité d'arriver à un accord d'ici juin 2021 pour que les fonds soient disponibilisés pour au gouvernement. Alors, la réforme foncière a bénéficié d'une enveloppe de 7 millions. L'aménagement du territoire a besoin. Mais là, on a vraiment mis l'argent, c'est ce qu'on appelle les programmes intégrés RED+. C'est des programmes qui sont exécutés au niveau des provinces. Pas toutes les provinces, on a ciblé des provinces. C'est important que ce que vous faites soit en connexion avec les PIRED. Parce que les PIRED, ils ont des grosses enveloppes pour mener des investissements sur le terrain de façon intégrée. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de réformer au niveau du foncier, de l'aménagement,
on le fait de façon holistique. Et l'ambition, c'est quoi? De doter la RDC des plans provinciaux d'aménagement du territoire, des plans locaux d'aménagement du territoire, mais on a prévu aussi, au niveau communautaire, d'avoir des aménagements communautaires. Donc, quand vous travaillez à ce niveau-là, vous ne pouvez pas être en déphasage avec ces options pour l'avenir, qui se sont déjà clairement annoncées. Donc, ça, c'est le contexte. Le processus, c'est que j'ai parlé de recrutement des consultants. Et le gouvernement a mis en place la Commission nationale de la réforme foncière par décret du Premier ministre. Il y a un programme de la réforme foncière qui a été élaboré et qui est en cours de mise en œuvre. Il y a eu, on a commencé à rédiger les documents de politique, mais avant de le rédiger, nous avions fait un état des lieux général du secteur foncier, des problèmes. Tous les problèmes que vous avez relevés ici font partie déjà des éléments de diagnostic qui avaient été posés depuis 2018-2019. Et de ce diagnostic-là, on a dû proposer un premier draft du document de politique. Et maintenant, où est-ce qu'on en est? Nous sommes en train de faire des consultations au niveau des provinces sur le contenu proposé du document de politique. Je vais vous livrer quelques éléments de ce contenu-là, parce que c'est vraiment en lien avec tout ce que j'ai entendu ici. Je vais donner les orientations, les options qui sont retenues pour l'avenir en ce qui concerne les questions foncières. Mais ce que je voulais dire avant cela, c'est que le processus a démarré, on a fait un état des lieux général du secteur, et cet état des lieux, c'est celui qui a permis de constituer la liste des vrais problèmes, des problèmes majeurs du foncier, et sur la base de ces problèmes, on a dû apporter des réponses dans le cadre de la politique. Alors, la politique, c'est quoi? La politique, c'est le document national qui résume la vision du gouvernement dans un secteur donné. C'est le tableau de bord du secteur. C'est celui qui permet à un ministère de ne pas naviguer à vue, mais d'avoir une vision globale du secteur avec des objectifs gouvernementaux très bien énoncés que le gouvernement doit suivre et des priorités nationales qui sont alignées et sur lesquelles les ministères, les administrations travaillent. Donc c'est ça. Nous n'avions pas une politique foncière avant et je crois que c'est la suite de comment on appelle ça? Déclaration de Paris, cette histoire de l'aide publique au développement là. L'accord de Paris, non, déclaration de Paris. C'est la déclaration de Paris qui a recommandé aux États du tiers-monde, de façon générale, avoir des instruments de gouvernance qui permettent de voir clairement que veut le gouvernement dans ce secteur, quelles sont ses priorités et comment il entend y travailler. Et avec ça, les bailleurs de fonds peuvent venir appuyer quelque chose qui est assez clairement énoncé, avec des priorités bien connues. C'est comme ça que nous commençons aujourd'hui par la réforme foncière. Maintenant, tout ce qui vient après, la loi, la réglementation, les institutions, les programmes, les projets, sont alignés par rapport à la politique. Donc la politique est déclinée en plans sectoriels, parce que le plan c'est l'instrument programmatique, c'est lui qui permet de programmer les priorités de la politique à court, à moyen et à long terme, alors que le plan lui-même, il est décomposé en programmes. Donc il y aura plusieurs programmes, et les programmes sont décomposés en projets. C'est avec ça que les États gouvernent. Ils gouvernent avec la politique, la loi, la réglementation, les institutions, les programmes, les plans, les programmes et les projets. Et donc, là, on en est encore au niveau de la politique. Donc voilà un peu le processus que nous avons suivi. Si vous voulez, c'est un processus très participatif parce que nous avons identifié les principaux groupes sociaux qui ont des intérêts sur la question foncière. Nous travaillons avec les autorités traditionnelles du Congo à travers l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo, qui est dans le secrétaire général, je crois qu'il doit être connu de quelques-uns d'entre vous, Mfumu Difima. Et nous avons un grand réseau de la société civile qui constitue l'interface de la Commission nationale de la réforme foncière sur les questions de la réforme. C'est le GTCR, groupe de travail climat de la société civile.
Et puis là-dedans, vous avez des différentes associations thématiques. Hein. Vous avez des groupes, des associations qui travaillent sur la question des peuples autochtones, Pygmée, l'INAPICO, vous avez DGPA, vous avez aussi Repalef, et vous avez des organisations qui travaillent sur la thématique genre lié au foncier, et il y a un grand réseau qui est notre interface, c'est le CFLATE. Et puis, on a les scientifiques, on a des groupes thématiques, c'est des professeurs d'université, des scientifiques qui sont dans les centres de recherche et qui ont des qualifications dans les différents domaines qui touchent au foncier. Les géographes, les historiens, les ethnologues, les juristes, les hauts magistrats, les avocats. On se retrouve pour discuter des questions techniques et nous accorder, parce que vous savez que la question foncière, elle est très sensible, et chaque fois qu'on a essayé d'en discuter avec les chefs coutumiers et l'administration, ils ont failli en venir aux mains. Vous voyez, c'est très sensible la question de la réforme foncière. Donc nous y allons avec prudence pour arriver vraiment à un consensus. Il nous faut un consensus national sur les grandes options de la gestion des terres. Sinon, ça va aller dans tous les sens. C'est vraiment un prérequis, même pour habiliter l'environnement des affaires. Maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je m'en vais vous livrer le contenu de cette politique, les options vers lesquelles nous allons, peut-être en 5 ou 6 points. Le premier point que nous avons voulu adresser à travers cette réforme, c'est la clarification de la ténure des terres, ce qu'on appelle la ténure foncière. La ténure, c'est le dispositif qu'un État met en place pour assurer la reconnaissance, la sécurisation des droits fonciers et immobiliers, mais également la sécurisation des transferts des droits fonciers et immobiliers. Parce que les terres et les immeubles ont vocation à aller d'une main à une autre, et il faut sécuriser ce processus des transactions sur les terres. Donc c'est ça le premier volet. On a voulu aller vers une meilleure clarification. Nous avons identifié des groupes sociaux qui revendiquent la reconnaissance de leurs droits sur les terres parce qu'ils estiment que dans les régimes antérieurs, leurs droits n'ont pas été reconnus. C'est des groupes qui sont frappés par des dénis de droits d'accès à la terre ou des restrictions. Parmi ces groupes, c'est les peuples autochtones. Ils disent qu'ils veulent se voir être reconnus comme un groupe social à part entière qui a des droits sur la terre et revendiquent la reconnaissance. Il y a les femmes qui se plaignent d'avoir des restrictions dans certaines zones rurales, surtout, où il y a des pratiques qui sont défavorables à l'accès de la femme à la terre. C'est un des éléments qu'on a épinglé. Il y a l'État congolais lui-même. La question de la domanialité, est-ce qu'on va garder ce principe qui veut que les terres et le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, ou bien on va vers ce que la Constitution a affirmé à l'article 34, la propriété qui peut être acquise en vertu de la loi ou sur la base de la coutume. Vous voyez, on est arrivé presque à un concept qui n'avait jamais été reconnu depuis qu'on existe, depuis le roi Léopold II, c'est la propriété coutumière. Donc on a voulu avoir une meilleure clarification de la reconnaissance des droits fonciers au niveau du Congo. Le deuxième volet, c'est la certification des droits. La certification, c'est tout le processus qu'on met en place pour assurer la sécurisation formelle des droits fonciers. Vous savez qu'on vient d'un système où on a, ça c'est la loi actuelle, elle a organisé les droits fonciers pour toutes les personnes, physiques ou morales, mais la question des terres des communautés locales, il y a une ordonnance qui a été annoncée que voilà, elle viendra régler ces questions-là, mais jusqu'à aujourd'hui, cette ordonnance n'a jamais été prise. Ça fait presque 50 ans, et les chefs coutumiers disent qu'ils ont été l'objet d'une sorte d'escroquerie de la part du gouvernement. Ils ont réglé toute personne physique, morale dans les villes peut obtenir un titre et être inscrit dans les registres, mais sur les terres des communautés locales, il n'y a presque pas de mécanisme prévu. Donc les communautés ne peuvent pas revendiquer un titre sur leurs terres, vous voyez, collectif ou individuel. Donc on a voulu régler cette question-là à travers la réforme. Donc ce qu'on a prévu, c'est qu'il y aura un régime pour les terres urbaines et un régime autre pour les terres rurales, qui va suivre la logique du monde rural. On a prévu que les communautés puissent avoir un titre collectif
sur les terres des communautés locales, qu'on a définies d'ailleurs dans la nouvelle politique. On a prévu que ces communautés puissent se doter d'un cadastre foncier coutumier pour pouvoir organiser la distribution des terres et les transactions foncières de manière formelle, en ayant recours aux besoins aux nouvelles technologies de l'information. Vous savez, aujourd'hui, tout est numérique, nous sommes entrés dans le monde du numérique. La RDC a adopté son plan numérique il n'y a pas très longtemps, et sans le numérique, on ne peut pas gérer le matériel aujourd'hui. Donc on a prévu qu'au niveau communautaire, il y a des bailleurs de fonds qui sont d'ailleurs intéressés pour certaines communautés qui sont appuyées ça et là, à numériser ce cadastre foncier coutumier au niveau local. On a prévu que les communautés puissent avoir une charte foncière locale. C'est un document qui va codifier les coutumes, parce que les coutumes sont des règles non écrites et qui se transmettent de bouche à oreille, de génération à génération. Mais c'est un élément d'insécurité dans un monde où on veut tout documenter et dans un monde où on veut tout numériser. On ne peut pas numériser ce qui n'est pas délimité et retracé. Vous voyez, donc on est en train d'aller vers cela pour qu'elles aient des chartes où on va codifier les coutumes. Quand les gens viennent, ils savent qu'ici, ah oui, c'est l'araboui. Vous voyez, ici c'est comme ça que ça se passe et on le documente. Comment est-ce que la propriété foncière est organisée localement? Vous savez que c'est pas pareil partout, hein? On est dans des zones géographiques différentes. On va documenter cela. Les ayants droit qui ne sont pas les allochtones qui viennent d'ailleurs et qui viennent s'installer, il y a des règles, chaque communauté a ses règles. On va essayer de faire en sorte que toutes ces règles-là soient codifiées. Nous, tout ce qu'on a produit au niveau national, c'est un modèle de charte qui n'est pas allé dans les détails, mais qui donne le sommaire et qui doit être nourri avec les éléments du contexte. On a également prévu qu'au niveau des villages, les gens, les individus, il y a un titre collectif, mais au sein duquel on peut délivrer des titres individuels. On a appelé ça le certificat foncier coutumier, communauté locale. Donc c'est ça les orientations pour l'avenir qui vont permettre de mettre de l'ordre dans le monde rural. Et aussi, autre chose qu'on a clarifié, c'est de reconnaître le rôle du chef coutumier. Je pense que tout le flou et le mauvais rôle dans lequel se livrent les chefs coutumiers aujourd'hui est dû au fait que la loi foncière actuelle les a carrément ignorés. Et quand vous ignorez des gens qui ont un pouvoir réel sur le terrain, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut. Donc on a commencé par reconnaître la réalité, c'est que c'est eux qui ont un ancrage effectif sur le terrain. C'est eux, le président Kabila qui est parti pour négocier sa terre ici à Kingakati, il a dû payer des redevances coutumières, il a dû négocier avec les communautés. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des abus, tout le monde commence par là, par le chef coutumier. Et donc c'est une situation qu'il ne faut pas ignorer, il faut reconnaître mais encadrer. Il faut encadrer et mettre des règles. Donc on a bien mis un dispositif qui permet de définir le rôle du chef, de le définir, de l'encadrer et de mettre en place un minimum de démocratie locale, qui ne soit pas le seul à décider, même s'il est l'autorité attitrée pour engager les coutumes. J'ai entendu beaucoup d'éléments sur les chefs coutumiers. Je voudrais quand même dire 3 mots là-dessus, dans le contexte qui est le nôtre, ici en RDC. Le premier, c'est qu'il faut comprendre qu'on a un système qui aujourd'hui a renforcé la position des chefs coutumiers. C'est vraiment renforcé. D'abord la Constitution, qui dit clairement que l'autorité coutumière est reconnue et a renvoyé à une loi pour organiser le statut du chef coutumier. Et la loi a été prise. Ils ont un syndicat très fort qui a dû militer pour en arriver là. Mais quand vous lisez les lois d'appui à la décentralisation qui ont été prises, en 2008, libre administration des provinces, la loi organique sur la décentralisation, vous lisez également la loi sur les subdivisions à l'intérieur des provinces, vous voyez clairement que le chef coutumier, il est OPJ. On a fait de lui un OPJ, donc il peut établir des actes authentiques. Deuxièmement, on a fait de lui l'officier de l'état civil attitré. Donc au niveau des villages, des groupements, des chefferies, il est attitré pour établir les actes de naissance, les actes de décès,
Donc, l'État au niveau local, c'est lui qui incarne et qui représente l'État au niveau local. Oui. Et troisièmement, il est le seul à siéger au niveau de l'Assemblée provinciale sans avoir été élu. Ils sont cooptés. Il n'a pas besoin d'être élu pour aller siéger dans la sphère décisionnelle au niveau de la province. Vous voyez? Troisièmement, et enfin, c'est la dernière chose que je vais dire par rapport à ça, les coutumes sont reconnues par la Constitution. Vous voyez? Et il y a d'ailleurs dans plusieurs lois, il y a beaucoup d'aspects que la loi n'a pas réglés, dit elles seront réglées selon les coutumes locales. On doit vivre avec ça. Et la RDC a proposé là une synthèse entre l'État moderne, tel qu'il est structuré, et le système traditionnel. On a fait une meilleure synthèse. Donc, véritablement, il n'y a pas de conflit entre la loi et la coutume. Il ne devrait pas y avoir non plus de conflit entre les autorités politiques, administratives et les administrations et les chefs coutumiers. Parce qu'on a reconnu le chef coutumier, on a reconnu les coutumes et on les a intégrés dans notre système de gouvernance politique, administrative et territoriale. Donc, comme vous travaillez à ce niveau-là, ça, c'est des fondamentaux qu'il faudrait avoir. Qu'on a un système qui a été quand même assez bien clarifié au niveau conceptuel. Ça, c'est des réformes assez récentes. Maintenant, deuxième volet, parce que je suis en train de livrer le contenu, c'est l'administration foncière. On a vu qu'il y a trop de pouvoir au niveau central par rapport au foncier, et on n'a presque rien laissé au niveau des provinces et au niveau des entités locales. Donc il y a un déséquilibre dans la répartition des fonctions du foncier, dans la répartition des responsabilités en matière foncière et dans la répartition des compétences en matière foncière. Dans la nouvelle politique, on a équilibré les choses. Il y a des fonctions qu'on a placées au niveau national, des fonctions des responsabilités et des compétences. Il y a d'autres qu'on a placées au niveau des provinces. Il y a d'autres, enfin, qu'on a placées au niveau local. Les circonscriptions foncières avec les cadastres, les conservateurs, ça va changer un peu. Parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, ce sont des administrations déconcentrées du pouvoir central. Ils ne rendent pas compte ni aux autorités provinciales, ni non plus aux autorités locales, alors qu'ils travaillent sur des matières qui, en vertu de la nouvelle constitution aujourd'hui, relèvent des matières exclusives des provinces et du niveau local. Cette histoire de certifier les droits, de conserver les archives, ce n'est plus dans leurs compétences en tant qu'administration déconcentrée du pouvoir central. Les matières exclusives des provinces et du niveau local doivent être gérées par les administrations des provinces et du niveau local. Et la réforme qu'il y a eu en 2016 sur la fonction publique, sur les services publics, a permis aux provinces de se doter de leurs propres services publics et au niveau local de se doter de leurs propres services publics pour la prise en charge des matières exclusives qui sont les leurs et qui aujourd'hui sont exercées par les circonscriptions foncières. Il y a un malentendu qu'il faut clarifier parce qu'on est de plus en plus en train de cheminer vers la décentralisation des fonctions dans tous les secteurs. Ça a commencé avec la Constitution, c'est aller vers les textes sur la décentralisation politique et administrative. Maintenant, on est en train d'y aller sectoriellement. On l'a fait avec les administrations, parce que maintenant, ils ont eu une loi sur les services publics qui permet à ce que le niveau provincial et local aient leurs propres services publics, mais aussi dans les différents secteurs. Quand je parle de la réforme de l'aménagement, la réforme agricole, la réforme foncière, la réforme forestière, dans toutes ces réformes, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire au niveau central et qui doivent être réparties entre les trois niveaux pour créer l'équilibre. Pourquoi? Parce que derrière les compétences, il y a les ressources, les finances publiques. Quand on dit que telle compétence est placée au niveau national, ça veut dire que les ressources qu'il y a derrière cette compétence, on les met au niveau national. Maintenant, il faut équilibrer pour que les ressources de l'État congolais soient déclinées à tous les niveaux et que les provinces et les niveaux locaux aient leurs moyens de gouvernance. Donc ça, c'est au niveau de l'administration foncière. Je ne peux pas tout dire, il y a énormément de choses, mais je prends ce qui est essentiel. Une autre question qu'on a cherché à résoudre, c'est la question de la coordination intersectorielle. Le foncier est l'objet de plusieurs compétences. C'est un support de presque toutes les activités de la vie nationale. Et donc, il y a une concurrence des lois qui s'appliquent sur le sol,
il y a une concurrence également des compétences des ministères sur le sol. Ça aboutit à quoi aujourd'hui? À un conflit des lois sur le sol, à un conflit des compétences entre les ministères. Nous assistons à beaucoup de conflits. L'urbanisme est en conflit avec les affaires foncières, le ministère de l'Agriculture est en conflit avec les miniers, celui des forêts est en conflit avec celui de l'agriculture. Entre-temps, le ministère des Mines attribue des carrés miniers dans les aires protégées. Bref, si on vous montre la carte des différents droits qui sont créés sur le territoire national, vous allez voir qu'il y a énormément de superpositions qui donnent lieu à des situations, des conflits potentiels. Et d'ailleurs, la plupart de ce qu'on voit déjà, c'est lié. On ne peut pas développer ce pays avec ce tableau-là. Parce que les investisseurs sérieux, ceux qui sont cotés en bourse, ils regardent ces choses-là avant de venir dans un pays. Donc nous devons clarifier notre système d'administration du territoire et éviter tous ces conflits et y mettre de l'ordre. Et là, nous avons un chapitre qui touche à la coordination intersectorielle des compétences sur le foncier et des lois. On a appelé à la mise en cohérence des lois. Heureusement qu'on a des réformes qui se mènent au même moment. On se consulte pour nous assurer que nous n'allons pas mettre dans ces différentes lois des éléments conflictogènes. On est en train vraiment de veiller à ça pour qu'il y ait de la convergence et qu'il y ait de la complémentarité dans ces réformes. Et je pense que la qualité des personnes qui travaillent à ces réformes va permettre qu'on ait atteint ce résultat-là. Ça, c'est la question de coordination. Elle est vraiment prise en charge et très bien réglée avec des principes nouveaux qui sont affirmés. En principe, aucun autre ministère ne peut affecter le territoire, les terres, sans qu'au préalable, l'aménagement du territoire n'ait pas été fait au préalable. Voilà pourquoi le mandat qu'on a donné dans le financement, c'est quand même c'est beaucoup d'argent, mais c'est peu d'argent en même temps, parce que la RDC est grand. Je prends par exemple la province de Lomami et de Kasaï oriental. Ce qui est donné, c'est 33 millions. Et les 33 millions, c'est avec l'ENABEL, la coopération technique belge, c'est l'instance qui a le marché. Et ce qu'on leur demande de faire, c'est de doter ces provinces-là des plans, plans simples d'aménagement du territoire au niveau des groupements et des villages, des plans locaux d'aménagement du territoire au niveau des chefferies ou des secteurs, et des plans provinciaux au niveau des provinces. Et au niveau national, on est en train de travailler sur un schéma national de l'aménagement du territoire. Ça va permettre d'aligner les priorités sectorielles dans un ordre cohérent et d'éviter les conflits des lois, les conflits des compétences dans l'administration du territoire jusqu'au niveau local. Donc ça, c'est un aspect qu'on a adressé dans cette réforme. Un autre aspect, c'est cette question de toutes les personnes qui réclament des droits. Les peuples autochtones, on a dit clairement, leurs droits sont reconnus. On a pris des engagements à travers le système des Nations Unies, d'améliorer les droits des femmes et tout ça. Il y a énormément d'affirmations dans la politique qui vont dans le sens de bannir toutes les discriminations dans l'accès à la terre, de mettre fin à la thésaurisation des terres. Ça a été presque partout où nous sommes allés, ça a été dénoncé partout, qu'il y a des personnes qui viennent à travers l'enquête des vacances des terres, ils sortent les terres du patrimoine des communautés locales parce qu'une enquête a été établie, un procès verbal a été conclu en sa faveur, il a à lui seul 5000 hectares qu'il a individualisé, mais dans l'entretemps, il n'est pas identifié comme un assujetti fiscal parce que pour être identifié comme un assujetti au niveau du fisc, il faut avoir le certificat d'enregistrement, le contrat de concession foncière et le certificat. Eux, il reste au niveau de l'enquête des vacances de terre, il a un contrat d'occupation provisoire, donc il a une terre pour laquelle il ne paye pas très grande de taxes, mais il l'a pris aux communautés locales qui à un moment donné se retrouvent surtout dans les zones de pression sur les terres, comme à l'est, Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri, le problème est criant. Et il y a des problèmes qui découlent d'ailleurs de l'histoire. Toutes les terres qui ont été acquises à travers la zaïrianisation, dont on ne connaît plus le sort.
Cette question-là, on a décidé de faire une revue légale de toutes les occupations des terres par des contrats pour vérifier la conformité de ces contrats et la conformité des bénéficiaires de ces contrats par rapport à leurs engagements contractuels. Tout ce qui n'est pas en ordre va être retiré et reversé dans le domaine soit des communautés, soit de l'État. Donc c'est pour gérer cette question de la thésaurisation ou de l'accumulation foncière. Il y a la question des conflits fonciers. On a prévu qu'il y ait un mécanisme alternatif. Il n'y aura plus directement des conflits qui sont portés au tribunal sans qu'au préalable on ait pu les régler localement à travers des mécanismes locaux. Donc c'est, comment on appelait ça, l'arbitrage, la conciliation, à travers des mécanismes coutumiers qui sont prévus. Je crois que dans la loi sur les autorités traditionnelles, ils ont prévu un mécanisme de règlement des conflits à travers la conciliation et les arbitrages, en utilisant le plus possible les chefs coutumiers. De toute façon, c'est eux qui sont présents partout là-bas, et il faut capitaliser positivement leur présence sur le terrain pour que les conflits soient gérés à ce niveau-là. Et donc, si vous n'êtes pas passé à ce niveau-là, vous ne pouvez pas aller directement vers le juge. Et de toute façon, les juges sont très éloignés des milieux ruraux. Donc, on a voulu avoir une sorte de justice alternative avant d'aller vers les cours tribunaux. Des proximités qui a des coûts assez amoindris, qui n'est pas complexe dans les procédures. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à dire? La fiscalité. On a voulu alléger un peu parce que c'est très dysfonctionnel. Les terres congolaises ne rapportent rien à l'État, ni aux provinces, ni aux entités locales. Il faut arriver à mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que les gens contribuent l'impôt foncier. On a manqué de stratégies pour pouvoir le faire. Actuellement, la DGI se concentre avec la DGRAL sur les grands contributeurs qui sont dans les centres-villes. Mais tout le reste là, moi je suis chez moi là-bas, je n'ai jamais vu un agent du fisc venir réclamer l'impôt. Ça fait déjà autant d'années. Vous voyez, alors que dans tous les pays vivent aussi et surtout de l'impôt sur les terres. Et même ceux qui les exploitent, ceux qui tiennent $5 000, et 5 000 hectares plutôt, 10 000 hectares, allez lui demander s'il est en ordre avec le fisc. Donc on est en train de corriger également cela pour inscrire les terres dans une dynamique de productivité et de création de revenus pour l'État, pour les provinces et pour les ETD, et pourquoi pas pour les communautés locales. Donc, bref, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est ce que je peux livrer en substance en ce qui concerne la réforme foncière.